Hola, bienvenue dans le Clo-Clo Club, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, on est dimanche matin, je reviens du bureau de vote, je me suis fait un petit café et ça fait bien 10 minutes que j'essaye d'enregistrer cet épisode. Mais comme il est un peu perso et un peu fouillis, ça part dans tous les sens et je suis pas très satisfaite des premières prises, donc on recommence. En fait cet épisode il part d'une remarque que j'entends très régulièrement de la part de mes proches depuis quelques années et qui m'a amenée à toute une réflexion que je pense ne pas être la seule à avoir en tant que personne créative. En l'occurrence, mes proches me demandent très souvent, et je vais vous faire toutes les variantes qui vont avec, « Bah alors, tu dessines plus ? Tu continues à dessiner au moins, hein ? Faut que tu prennes le temps de dessiner, Chloé. T'as dessiné récemment ?» Comme si on parlait d'un truc vital et que je n'en avais absolument pas conscience et qu'il fallait me le rappeler pour ma propre sécurité. Ça met un peu la pression et en même temps c'est aussi très bienveillant. Et je pense qu'on est nombreux et nombreuses à être assimilés par nos proches, associés par nos proches à une discipline créative qu'on pratique depuis longtemps et qui correspond dans leur tête à qui on est. Et c'est pas faux. Moi, le dessin, ça fait partie intégrante de qui je suis depuis toujours. J'ai toujours dessiné. J'aime vraiment beaucoup ça. Je faisais beaucoup de personnages quand j'étais petite. Et en grandissant, avec l'apprentissage de l'écriture et ma passion pour l'écriture aussi, qui est apparue assez vite, je me suis mise à faire des magazines, des journaux, où je dessinais en fait les couvertures et j'écrivais des articles sur des histoires d'espionnage de la couronne anglaise. Et je faisais aussi des bandes dessinées. Des bandes dessinées que j'ai gardées d'ailleurs, il y en a une partie qui sont encore chez mes parents. Et ça reste un rêve que j'ai actuellement, qui serait d'un jour faire une bande dessinée. J'adorerais ça. J'ai passé l'option art plastique en candidate libre au bac, où j'ai présenté beaucoup de dessins et de photos. Je m'en suis tirée avec un petit 20 sur 20. Je le place là, écoutez, je peux pas le caler tous les jours, donc j'en profite. Et ensuite, je suis partie en prépa. La question s'était posée de partir dans une école d'art et j'avais pas assez confiance en mon dessin et surtout, je ne voyais pas à quel moment j'allais pouvoir prendre du plaisir à en faire mon métier. Dans la mesure où un métier, c'est des contraintes. Et le dessin, je voulais pas lui appliquer de contraintes. C'était un truc trop important pour moi pour le faire en forme de commande ou autre. Donc, j'ai fait prépa littéraire. Et c'est ces études qui ont coïncidé avec un arrêt temporaire du dessin. Je continuais à gribouiller sur mes pages de cours, mais c'était pas non plus du dessin comme je pouvais le pratiquer avant. J'ai quitté le nid familial aussi à ce moment-là. Et du coup, pendant cette période, j'ai commencé à entendre des remarques du type « Est-ce que tu continues à dessiner ?» Mais c'était encore léger. J'ai fini la prépa, j'ai commencé d'autres études. Là, j'ai repris le dessin. Pour moi, j'en avais vraiment beaucoup trop besoin, ça me manquait vraiment. Mais j'ai aussi commencé à partir de 2018 à faire un podcast. Et pourtant, c'est toujours le dessin qui revient dans les conversations. On me demande toujours si je dessine encore. On m'incite toujours à dessiner, alors qu'on ne me questionne absolument pas sur mes autres pratiques créatives. Notamment le podcast, par exemple, si j'arrête pendant un mois, on ne me pose aucune question là-dessus. Mais il n'y a pas que le podcast. En fait, si je remonte dans le temps, j'ai fait et je fais plein de trucs créatifs depuis toujours. Pas que le dessin, il y avait l'écriture du coup. On ne me pose pas de questions sur où est-ce que je peux en être d'un projet de roman ou de nouvelle. Rien. J'ai fait 9 ans de poterie. 9 ans de poterie avant que ce soit cool, les gars. Imaginez. Il y a mes sublimes créations aux 4 coins de la maison familiale. Et ça, pareil, j'ai arrêté. On m'a pas demandé si je voulais reprendre. C'est pas quelque chose qui est revenu. Je fais un peu de photos depuis que je suis ado. Alors, je me nommerai jamais comme photographe parce que techniquement, j'y connais rien. Mais vous allez voir en dessin, non plus. J'ai appris à faire de la broderie. Et j'en fais encore. Là, aujourd'hui, je brode des fringues et des choses comme ça. Et ça, pareil, pas de questions. Bref, c'est pas vraiment les activités qui manquent. Et pour autant, on en revient toujours au dessin. Et j'ai voulu comprendre pourquoi il y avait cette espèce de petite pression. Et pourquoi, quand on était créatif, on devrait se cantonner à un seul mode d'expression. Sachant que je continue de dessiner aujourd'hui, mais juste mes proches ne le voient pas, parce qu'ils n'habitent plus avec moi et que je n'en parle pas. Le dessin, pour moi, c'est quelque chose, encore une fois, d'assez personnel. Je dessine pour moi ou je dessine pour mes proches parce que j'adore offrir des dessins à mes amis
qui d'ailleurs très gentiment les encadrent et les mettent sur leur mur chez eux. Et quand je les revois 2 ans après, je me dis « Waouh, tu dessinais donc comme ça ? C'est pas ouf !» Voilà. Mais ça me fait trop plaisir et j'adore. Et c'est d'ailleurs mes amis, mes relations amoureuses, mes proches qui m'inspirent des dessins. Ça vient rarement tout seul, c'est par ce biais-là ou par le biais de la musique. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié aussi de vous dire. J'ai fait du ukulélé pendant genre 3 mois. Je le reprends 1 fois par an, je pense, où je retape les mêmes accords parce que j'aime bien. Et ça, pareil, on m'a jamais posé de questions sur le fait de continuer ou pas. Bref, je pense que dans le cas du dessin, dans ma famille en tout cas, ça occupe une place particulière. Mes parents dessinent, mes grands-parents dessinent, mes arrière-grands-parents dessinaient pour certains. J'ai un arrière-grand-père dont c'était le métier. Et donc forcément, il y a un truc de passation, de génération en génération, et c'est hyper important le dessin. Pour autant, celles et ceux qui me posent la question de « est-ce que tu dessines ?», ne m'ont jamais inscrite à un cours de dessin de ma vie. J'ai jamais pris de cours, et d'ailleurs, techniquement, je sens que voilà, il y a des trucs que j'aimerais faire, et j'ai pas les moyens, par exemple, je le fais beaucoup en observation, donc ça va prendre beaucoup plus de temps, mais tout ce qui va être mouvement, par exemple, ou juste certains types de proportions ou des paysages, ça m'ennuie un peu, je suis pas forcément très à l'aise, je manque de technique en fait, et je sens qu'il faudrait des cours pour ça. Pour autant, on m'en a jamais donné, alors qu'on juge que c'est hyper important et que ça fait partie de moi. Et c'est un peu ce paradoxe que je trouve aussi intéressant. Parce que je pense que quand on pratique un art depuis longtemps, de façon un peu innée, spontanée, très intuitive, on va avoir tendance à vous associer à ça comme un talent. Ma phrase n'était pas française. On va en tout cas juger que c'est un de vos talents, que vous avez des facilités avec ça et que c'est trop bien parce que vous avez un style et qu'il ne faut pas le perdre. Et il y a une partie de vérité là-dedans, dans le sens où moi j'ai un trait qui peut être très BD, parce que c'est ce que j'aime, parce que mes maîtres à dessiner quand j'étais ado et enfant, c'était Johann Sfar, Boulet, Margot Motin et Digli. Voilà, c'était mes 4 référents. J'avais Marjane Satrapi aussi, que j'ai découvert en BD plus tard, mais via le film d'animation Persepolis, qui est une de mes œuvres préférées de tous les temps. Forcément, je me suis beaucoup inspirée sur le travail du noir et blanc, ça me parlait beaucoup. Mais de fait, je suis pas foutue de dessiner certaines choses où je gère pas forcément très bien la couleur. J'adorerais faire de la risographie, par exemple. Je trouve qu'en gestion de la couleur, c'est beaucoup plus intéressant. Mais c'est pas des choses qui sont innées pour le coup. Et on m'a souvent répété que c'était pas grave parce qu'en fait, j'avais déjà mon style à moi. Ok, bon. Donc jusque-là, c'est un truc familial, c'est un truc un peu inné, trop bien. Mais en fait, c'est pas le seul mode d'expression que j'utilise. Et je pense que le fait que ce soit familial, ça fait aussi qu'on projette des choses personnelles sur moi. Peut-être que vos proches projettent sur vous des compétences ou des choses qu'ils aimeraient faire, qu'ils ne font pas, ou qu'ils ont aimé faire et qu'ils ont envie de vous passer cette passion en fait. Je pense notamment à les familles de musiciens. En réalité, la musique, c'est souvent familial. Le dessin, c'est souvent familial. Il y a une éducation à ça, en fait. Et il y a vraiment un passage. Et ça ne veut pas dire que tout le monde y est réceptif dans la famille, mais il y a quand même une discipline. Il y a quand même le fait d'apprendre, de donner tout de suite les outils très jeunes pour que cette passion perdure. En tout cas, moi, c'est l'analyse à laquelle je suis arrivée, puisque on ne me pose pas de questions sur ce que j'écris, sur le podcast, etc., etc. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, ok, qu'est-ce qu'on fait quand on a nos proches qui nous mettent un peu la pression ? Même si ça reste très bienveillant et très mignon, c'est quand même une petite pression de te rappeler que tu ne prends pas le temps pour pratiquer peut-être une discipline que tu adores, mais que tu as un peu mise de côté, faute de temps, car les journées ne sont toujours pas extensible. Et oui, à chaque épisode, je le répète, parce qu'on se dit peut-être ça va changer entre, pas du tout. Donc c'est vrai que c'est compliqué de leur faire comprendre que votre temps, vous préférez peut-être le mettre ailleurs. Mais quand il y a une passion première pour une discipline, en réalité, on la pratique toujours un peu. Je parlais du fait que j'avais continué à gribouiller en prépa sur mes pages de cours. Il n'y a pas un jour au boulot où, pendant une réunion, je ne suis pas en train de dessiner.
je dessine tout le temps. Ça veut pas dire que ce sont des œuvres à part entière où je prends le temps d'avoir une feuille blanche avec mes petits crayons, avec mon encre, etc., etc. Donc je ritualise beaucoup moins. Par contre, je continue à dessiner. Ça, oui. Et c'est même devenu automatique. C'est pas quelque chose que je peux m'empêcher de faire. Ça aide d'ailleurs à la concentration. C'est l'une des rares pratiques artistiques qui est hyper pratique pour ça, parce qu'elle peut se faire en faisant autre chose et qu'elle prend pas beaucoup de place. Enfin voilà, elle rentre vraiment comme un automatisme, quoi. Alors que je vais pas m'amuser à jouer de la trompette pendant une réunion. La réponse que je peux donner, moi, en tout cas, à cette petite phrase que me répètent mes proches, c'est déjà que En fait, je fais plein de choses. Peut-être que ça les intéresse pas, le podcast. C'est faux, mon père écoute les épisodes. Mais par exemple, mon grand-père qui m'offre à chaque fois que je vais le voir du matériel de dessin et qui m'incite à dessiner au maximum pendant que je suis chez lui, il comprend pas trop ce que je fais avec mon micro, par exemple. Bah forcément, quand je leur dis que quand j'ai une histoire et que pour moi, spontanément, elle vient en podcast et elle va pas venir à l'écrit, ni en dessin, ni en spectacle, ni en broderie, ni, ça veut pas dire qu'elle n'est pas légitime. C'est pas parce que je n'utilise pas le mode d'expression pour lequel je suis la plus reconnue près de mes proches que je ne pratique plus ce mode d'expression et que l'idée que je suis en train d'exploiter sous un autre format n'est pas aussi intéressante. En fait, il y a des choses qui se prêtent à certains médiums plus que d'autres et moi, le fait est que je pratique aujourd'hui l'écriture, le podcast et le dessin et un peu de broderie en fond et un peu de photos en fond, franchement, ça remplit bien les journées. Ça fait beaucoup. Et bah oui, je ne peux pas tout faire en même temps et j'ai pas toujours envie. Ce qui ressort un petit peu avec le côté inquiet de cette phrase, est-ce que tu dessines ? Est-ce que tu prends le temps de dessiner ? Au moins, il faut que tu dessines. C'est l'aspect régularité de la pratique. J'en ai beaucoup parlé dans les épisodes, mais c'est vrai que quand on veut être bon dans un domaine ou pas perdre la main ou qu'on aime quelque chose, forcément on va être régulière. Quand on a plusieurs pratiques artistiques, créatives, bah forcément on peut pas allouer le même temps à toutes et on fait un tout petit peu de tout plutôt que à fond quelque chose où on va peut-être prendre du galon plus vite ou autre. Et ça c'est un choix aussi, je pense. Si ça dépend de ce que vous voulez en faire derrière. Moi, par exemple, le podcast, j'ai quand même un épisode par semaine et je m'y tiens. Et pour moi, c'est trop important et c'est quelque chose de non négociable. Alors que le dessin, si j'en ai pas envie, si j'ai pas un projet en tête et autres, je peux davantage le passer dans le sens où je vais pas forcément me poser avec une feuille sur ma table pour vraiment dessiner. Je vais me dire, c'est pas grave, ça je le ferai plus tard. Et ce qui donne un résultat technique pas forcément fou. Je n'arrive pas à illustrer mon idée comme je le souhaiterais. Et en même temps, ça fait partie du jeu. Et le fait de mettre un peu la pression comme ça, c'est une incitation simplement à ne pas perdre la main. Par contre, ce que ça prend pas en considération, c'est aussi le syndrome de la page blanche. Et ça fout, je trouve, un peu de culpabilité à ne pas tout faire. Dans le regard de mes proches, je pense qu'il n'y a pas de considération pour absolument tout, et c'est normal, tout comme je ne considère pas tout leur emploi du temps en fait. Mais de fait, ça me fait un peu culpabiliser parfois le fait de moins dessiner, parce que je me dis, ah zut, c'est vrai que j'aime vraiment ça, et là ça fait, j'en sais rien, une semaine que je me suis pas vraiment posée pour dessiner, ou que je gribouille à droite à gauche, mais on te fait très vite comprendre que le gribouillage, ce n'est pas du vrai dessin. Et donc, je me dis que c'est ma faute, que je me suis mal organisée, etc. N'ayez pas de culpabilité à ne pas pratiquer une discipline. Si vous ressentez de la culpabilité, ça veut dire que vous en ressentez le besoin et que vous n'avez pas pris le temps, ni eu le temps de le faire. Et que dans ce cas, il faut absolument remédier à cette situation pour pas que vous ayez de la frustration ni un sentiment négatif associé à cette discipline. Ce serait vraiment dommage d'associer un truc que vous aimez à une contrainte. Je parlais de la page blanche également. Pareil, quand vous traversez une période de page blanche, peu importe ce que vous pratiquez comme activité créative, le fait d'entendre des gens vous dire qu'il faut prendre le temps pour le faire et autres, ça peut être extrêmement abrupt et vous confronter d'autant plus à cette page blanche. Parlez-en dans ce cas peut-être à vos proches, peut-être à des gens créatifs comme vous qui seront plus à même de comprendre que vos proches peut-être. Et puis, dites-vous que si ça appuie là où ça fait mal, c'est aussi peut-être le moment pour vous de vous questionner sur déjà
les modes d'expression que vous avez envie d'étudier, de vous aventurer peut-être sur un nouveau médium, de voir aussi quelles sont les idées que vous pouvez avoir et le fait de ne pas en avoir, juste de pratiquer pour pratiquer. Je reste convaincue que gribouiller pendant une réunion, c'est de la pratique et il n'y a pas une intention derrière, mais en fait, on s'en fout. Qui est là pour juger ? Moi, derrière, mon but n'est pas de venir présenter ça dans une galerie d'art, donc il n'y a pas de pression à se mettre. Et c'est vrai que ça, on peut l'oublier un petit peu quand on reçoit ce genre de questions. Mais si je dois en arriver à un petit peu une conclusion de cet épisode, c'est de garder cet aspect exploratoire, de vous faire plaisir et de suivre vos envies en fait créatives, peu importe ce qu'en disent vos proches. Certes, vous allez avoir un premier amour créatif, artistique peut-être. Moi, c'est le dessin. Mais en fait, je mets au même niveau l'écriture. Et aujourd'hui, le podcast passe avant, en priorisation de mes journées, parce que c'est là où je m'éclate le plus, en fait. Et le montage audio, c'est un des trucs que j'aime faire et qui me fait vraiment plaisir. Ça, vos proches ou toute personne qui vous fera des réflexions ne peuvent pas l'avoir en tête. Et il faut pas leur en tenir rigueur. C'est encore une fois pas forcément évident de se mettre à la place de tout le monde. Vous n'êtes pas dans le quotidien des autres. Il se peut qu'on projette aussi beaucoup de choses sur vous. Et finalement, ça en dit long sur les personnes qui vous répètent « Est-ce que tu dessines ?» C'est souvent des personnes qui, elles, prennent moins le temps ou à qui ça manque. Petit clin d'œil aux personnes visées par cette phrase. Voilà, n'hésitez pas à dessiner, on peut le faire ensemble si vous voulez. On se pose une après-midi et on y va. Ça peut être aussi ça la solution. Vous posez avec vos proches justement, ou en tout cas les personnes qui vous posent la question. Si jamais elles ont une sensibilité, c'est dire « Ok, tu penses que je ne fais plus telle ou telle pratique ? Vas-y, viens, on le fait ensemble. » Et c'est une façon de rassurer, mais aussi d'embarquer la personne vers peut-être quelque chose que soit elle n'ose pas faire, soit qu'elle ne fait plus, soit sur laquelle elle met énormément d'exigences, d'estime, et ça fait peut-être un rapport très performatif et challengeant à une discipline qui devrait rester un plaisir. C'est des discussions à avoir, c'est pas forcément agréable, et si vraiment c'est votre jardin secret et que vous voulez qu'on vous foute la paix, n'hésitez pas à juste dire en toute transparence, oui ou non, quand la personne vous pose la question, est-ce que tu prends le temps pour En fait, ça ne regarde que vous. Et vous ne devez pas remettre en question l'intégralité de vos journées si vous n'en ressentez pas le besoin. Après, c'est vrai que c'est très cool d'avoir une passion qui nous anime depuis longtemps. Simplement, c'est comme une relation amoureuse. C'est pour ça que je parlais de premier amour aussi. Pour moi, c'est vraiment une relation amoureuse. C'est que une relation amoureuse, elle évolue dans le temps. Vous n'avez pas le même type de relation avec votre partenaire les 3 premiers mois versus au bout de 3 ans, versus au bout de 10 ans, 11 ans, etc. Et moi, le dessin, ça fait pas 30 ans que je dessine. Moins quand même, on va pas pousser. 26 ans que je dessine, un truc comme ça. Forcément, 26 ans, mon rapport au dessin a changé. Quand j'étais petite, je prenais des feuilles et je racontais des histoires à voix haute en dessinant en même temps, comme si mes personnages étaient en train de s'animer sous mon stylo qui passait d'une émotion à l'autre. Ensuite, j'ai projeté beaucoup de choses sur mes dessins via des petites BD. Aujourd'hui, j'ai dans mes toilettes un Wall of Fame avec que des dessins que j'aime, d'illustrateurs et illustratrices de talent. J'ai des photos de mes potes et j'ai, de façon très narcissique, quelques-uns de mes dessins que je trouve trop stylés. Je suis très très contente de les avoir faits, même s'ils ont 5-6 ans. Il y en a certains que je les trouve vraiment cool et ils y sont. Il y a tout ça qui est mis ensemble sur un mur hyper coloré qui me met trop de bonne humeur à chaque fois que je vais faire pipi. J'allais faire une comparaison horrible, c'est comme pisser la porte ouverte quand vous êtes en couple. Non, ne faites pas ça, fermez la porte, c'est vraiment désagréable. Mais en tout cas, c'est une relation qui évolue. C'était ça mon point à la base. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, qui revient beaucoup chez vous et chez vos proches ? Est-ce que c'est une réflexion que vous avez pu faire aussi à d'autres gens que vous aimez et dont vous admirez la pratique artistique ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu et que vous vivez pas forcément très bien ou au contraire vous vous en foutez ? Tout ça, je suis assez curieuse de l'entendre. Vous pouvez me le faire savoir déjà en laissant 5 étoiles à ce podcast sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur les 2 plateformes en l'occurrence.
N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux @clocloclub sur Instagram, Threads et TikTok. Vous pouvez également m'écrire là-bas pour me partager un petit peu votre point de vue. Je suis hyper preneuse de vos retours. Et puis comme d'habitude, abonnez-vous au podcast, partagez l'épisode autour de vous, c'est ce qui soutient le plus mon travail. Et moi je vous dis à mercredi prochain avec un nouvel épisode. Bye!